Bien, il est 17h30, donc je vous propose que nous commencions cette réunion d'information. Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce que Oui, il n'y a pas de problème de connexion? Super. Bon, alors j'ai préparé un petit support de présentation. Je vais essayer d'être le plus rapide possible. Je suis Renaud Dorandeux, donc je suis le créateur et l'animateur avec Olivia Delavallière de la formation qui a maintenant 15 ans d'existence. Et l'idée, hein, c'est à la fois de vous présenter les grandes lignes de la formation, de garder du temps pour les questions, questions générales ou plus individuelles, hein, si vous le souhaitez. Par ailleurs, je le précise dès maintenant, moi je suis à votre entière disposition pour échanger, pareil en Teams ou même à Dauphine, si vous êtes à Dauphine, pour discuter de votre candidature, si jamais vous souhaitez déposer une candidature. Voilà, je suis ouvert à toute forme de discussion individuelle d'ici la clôture de la période de candidature. N'hésitez pas, ça ne sera certainement pas interprété en mauvaise part par moi ou par Olivia, hein. Il est tout à fait légitime de vouloir se renseigner. Et ce qu'on va faire là maintenant, c'est de vous donner des éléments supplémentaires pour alimenter votre réflexion. Alors, je vous le disais, donc, la formation, donc, le master 299, droit du plaidoyer et des affaires publiques, a été créée il y a une quinzaine d'années, hein. Alors, une quinzaine d'années dans un contexte où, enfin, moi, je suis professeur de sciences politiques et donc je m'intéresse à la décision publique, hein. J'ai eu l'occasion de porter cet intérêt dans différents établissements d'enseignement supérieur avant Dauphine, hein, l'Institut d'études politiques de Strasbourg, également l'École nationale d'administration quand elle portait ce nom là encore, puisque j'en ai été directeur des études. Et voilà, j'ai remarqué en arrivant à Dauphine qu'il manquait voilà, un créneau, en tout cas une option qui était liée à l'articulation entre les entreprises, les cabinets d'affaires publiques, les associations, les ONG, hein, au sens large, et la décision publique, hein. Comment faire entendre la voix des parties prenantes auprès des décideurs publics. D'où la volonté, d'où la décision, hein, de créer une formation ouverte euh, de manière quasi immédiate en apprentissage et en formation continue à celles et ceux qui ont envie, hein, de se spécialiser dans ce domaine de la représentation d'intérêt au sens large, représentation d'intérêt auprès des décideurs publics. Donc ça, c'était le point de départ. Les choses se sont élargies au fur et à mesure, mais la volonté initiale était celle-ci, et elle ne s'est pas démentie depuis. Alors, on va aller à l'essentiel. Quels sont les enseignements qui sont dispensés, hein? Vous les trouvez sur le site du master, mais j'y reviens là, hein. Ce sont des enseignements qui ont trait donc au troisième semestre, hein. Il y a des enseignements de droit directement, par exemple le séminaire de droit parlementaire qui est important sur le sujet, le séminaire que je porte dans le domaine de la probité publique, de la lutte contre la corruption, des enseignements qui relèvent aussi bien du niveau national que du niveau communautaire, puisque vous avez un enseignement de processus décisionnel européen, hein. Donc ces questions sont assez largement traitées, hein. À côté de ça, on a mis en place toute une série d'ateliers plus pratiques, hein, qui sont portés par des praticiens, hein, qui vont s'intéresser avec vous aux questions d'intelligence situationnelle, de négociation, également de communication, hein. Donc des choses qui ont une portée plus opérationnelle. Et puis, le noyau dur, hein, qui est relatif, enfin un autre noyau dur, disons, qui est relatif au lobbying, hein, porté par l'enseignement de lobbying est porté par des praticiens comme Philippine Lefebvre et Jean-Philippe Allozy, hein, qui vous forment aux techniques et aux stratégies de lobbying. Les questions de plaidoyer, elles sont portées par Colline Le Bolloc et Noémie Madar, qui sont deux praticiennes, et d'ailleurs diplômées des premières promotions
du master. Et puis, il y a des enseignements, là encore juridiques, mais qui sont dispensés en anglais par, Olivia Delavallière qui, je le disais, co-dirige avec moi la formation. Donc voilà, je reviendrai après sur le rythme, hein, auquel ces cours sont dispensés, mais là, on entre dans la maquette, hein. Vous avez cette grille-là pour le 3e semestre. Il s'agit donc 3e semestre dans le cursus M1, M2. Là, je ne parle bien évidemment que du M2. Alors, au 4e semestre, eh bien, vous avez des choix à faire. On a isolé 2 blocs, hein. Vous devez choisir un des 2 blocs. Alors, il y a un bloc qui est plus relatif aux questions européennes, territoriales et locales. Et puis, vous avez un 2e bloc qui est plus lié aux politiques, avec le droit des campagnes électorales, le droit des données publiques, hein, et les stratégies relatives aux données publiques. Voilà, vous avez donc ces 2 blocs, vous avez 2 choix à faire. On a limité un peu le nombre des choix pour simplifier les questions d'emploi du temps, mais chacun arrive à peu près à s'y retrouver. Voilà. Alors, je continue sur la présentation du semestre 4. Donc, en tronc commun, vous avez, à côté des 2 blocs, vous avez quelques séminaires. Un séminaire de gestion de crise, un qui est relatif au droit de l'action collective, il y a un séminaire aussi de droit de l'environnement, gouvernance européenne. Et puis, il y a 2 événements qui viennent ponctuer ce semestre. C'est le déplacement qu'on organise sur 3 jours à Bruxelles, hein, qui est, alors il intervient classiquement en février, donc ça veut dire que la semaine prochaine, avec la promotion en cours, on va partir 3 jours à Bruxelles, pour mener des travaux, pour finaliser des travaux et puis aussi pour passer un oral dans les locaux de la représentation permanente de la France auprès des institutions européennes, donc qui vient clore le cycle des enseignements européens. Donc ça, c'est le premier événement. Et puis il y a un deuxième événement important, organisé chaque année, quasiment depuis le début, qui est le salon des affaires publiques, hein, dans lequel les étudiants ont travaillé en groupe depuis le début de l'année et animent toute une série de tables rondes thématiques. J'aurai l'occasion d'y revenir après. Voilà, donc voilà le menu. Alors, quel est le rythme d'alternance? On réunit les étudiants, on prend les étudiants à Dauphine, entre globalement la mi-septembre et la mi-octobre. Donc là, c'est une période bloquée d'enseignement, hein. On souhaite vous donner tous les outils qui vont vous permettre de démarrer rapidement et dans de bonnes conditions l'alternance. Et donc 15 jours, 1 mois pardon, à Dauphine. Et à partir de là, l'alternance ne varie pas en dehors de la semaine à Bruxelles. Le rythme est 3 jours dans l'organisation qui vous accueille en apprentissage et 2 jours, le jeudi et le vendredi, à Dauphine. Voilà. Donc ça, ça ne varie pas. Alors, quand on vous expliquera un peu plus tard, mais là, c'est un peu tôt pour le faire, que vous avez des salariés en tant qu'apprenti, et vous avez le droit de demander quelques jours de congé pour préparer vos examens, mais ça, c'est hors rythme classique d'apprentissage. Voilà. Alors, donc, bon, je précise que la vie du master est importante parce que, voilà, il y a une équipe de 3 personnes. J'ai parlé d'Olivia de Lavallière. Il y a une 2e personne qui est extrêmement importante dans l'animation de la formation, qui est Emmanuela Dufour, qui est la responsable administrative. Et puis la 3e personne, c'est moi. Et on essaie, et voilà, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, de faire en sorte que les étudiantes et les étudiants soient le plus impliqués, hein, dans le fonctionnement de la formation. Alors ça passe par une association, hein, qui est subventionnée par nous, qui est l'association du master, la MAP, par des délégués de promotion qui interviennent auprès de nous chaque fois que nécessaire. Et donc voilà, c'est un mode de fonctionnement qui est qu'on souhaite le plus convivial possible, hein, voilà, on fonctionne, on sait qu'on a affaire à de jeunes professionnels et professionnelles,
et on vous traite comme des étudiants, mais voilà, un échange de votre implication, de votre investissement dans la formation, on établit un vrai lien de confiance tout au long de l'année. Alors, 2 mots sur le SAP que vous pouvez d'ailleurs venir voir, hein. Il aura lieu, le prochain aura lieu le 20 mars. Le SAP donc il va porter sur, c'est des séminaires de professionnalisation donc, il y en a un qui porte sur le numérique, un deuxième sur la communication, la santé, l'Europe, et dans tous les cas, hein, il y a un coach ou une coach qui, fait travailler son groupe pour arriver au montage de ce séminaire. Voilà, Bruxelles, c'est du 12 au 14 février. Alors, on a laissé pour cette année la participation par étudiant qui est demandée. Voilà, l'alternance en quelques mots, donc voilà, ce sont des points que je ne vais pas développer là, mais ce qui vous intéresse plutôt, sont des questions du type: «Est-ce que j'ai besoin?» hein, je vais revenir sur le processus de recrutement qui se déroule sur My Candidature, mais les questions qui vous intéressent sont: «Est-ce que j'ai besoin d'avoir trouvé une alternance, au moment où, je dépose ma candidature, ou je viens à l'oral de sélection définitive?» La réponse est non. La réponse est non. Vous devez avoir en tête les secteurs qui vous intéressent et en direction desquels vous allez candidater à partir de là. Mais on ne vous demande absolument pas, hein, d'être pré-recruté au moment où vous déposez votre candidature. Et à l'inverse, le fait d'avoir une alternance garantie ne vous garantit, pour le coup, absolument pas d'être recruté, hein, voilà, je vais revenir sur le processus de recrutement, c'est quelque chose qui n'est pas automatique. Alors, processus de recrutement, donc je vous l'ai dit, vous avez jusqu'à la fin du mois de février pour déposer votre candidature sur, My Candidature, voilà. À partir de là, une liste, d'admissibilité va être établie et vous allez, le cas échéant, être convoqué à un oral d'admission. Voilà. La promotion qu'on va recruter va regrouper à peu près, voilà, on a une taille de promotion, à 34-35, étudiantes et étudiants, hein, 34-35. Voilà, donc bon, je les chiffres, les chiffres de candidature, hein, le nombre de candidats, chaque année, oscille autour de 150-180, voilà. Ce qui nous amène à, entendre lors des oraux d'admission, à peu près 70-75 personnes, hein, voilà. Donc il y a ce travail de sélection. Autre question que vous, allez vous poser ou que vous pourriez poser là, c'est, voilà, je ne suis pas forcément, j'ai pas forcément fait d'études de droit avant, hein. J'ai pas forcément j'ai fait du droit, mais je ne suis pas, titulaire d'un M1 de droit, par exemple. Je viens d'un institut d'études politiques, ou je viens d'une autre formation où j'ai fait un peu de droit, mais pas où c'était pas la matière principale. Ce n'est pas un obstacle à la candidature, hein. C'est quelque chose voilà, qui se passe, c'est un master de droit, hein, qui est dans la mention droit de l'université, mais voilà, ce sont des formes de droit, celles qui vont être dispensées dans le cursus que j'ai présenté là, qui supposent une mise à niveau de votre part, mais l'expérience montre que ce n'est absolument pas insurmontable pour des, étudiantes et étudiants qui ne sont pas des juristes, hein. Ça suppose une mise de jeu initiale, mais c'est pas impossible, hein. Je prends un exemple qui m'a frappé ces derniers jours, un étudiant qui, n'avait quasiment jamais fait de droit, hein. Alors lui il avait fait le M1 avant, de venir dans le M2. Mais, j'ai d'autres exemples qui vont dans le même sens. A, il s'est fortement investi dans la matière juridique et il a, choisi de passer le concours du CRFPA pour devenir avocat. Il a travaillé, tout l'été, en plus de la formation, enfin du M2 qu'il avait suivi, et il vient d'être admis
au CRFPA. 2 ans de droit, hein, 2 ans de droit, dont l'année de M2 et un succès pour devenir avocat. Donc ça vous montre que voilà, l'élan donné à votre candidature et votre volonté de vous investir peut déboucher sur des résultats tangibles dans le domaine du droit, même si c'est loin d'être. Enfin, tout le monde n'a pas la volonté de devenir avocat, je vous rassure. Je reviens un instant sur les postes de sortie qui sont offerts à nos étudiants en sortie de formation. Hein. Beaucoup d'entre eux rejoignent des cabinets d'affaires publiques, des directions d'affaires institutionnelles ou d'affaires publiques, mais également des ONG, des fédérations, des associations. Hein, c'est la raison pour laquelle on distingue plaidoyer et affaires publiques. Hein. Le terme affaires publiques renvoie plutôt au monde de la représentation d'intérêts plus marchands ou commerciaux, alors que celui du plaidoyer renvoie à des intérêts moraux ou immatériels. Voilà ce que je voulais vous dire pour commencer très rapidement. Hein, très rapidement. Alors, qui sont nos étudiants chaque année? Hein, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Bon, il y a un bloc d'étudiants dauphinois et dauphinoises, puisque le M1 de droit et gouvernance publique ouvre sur ce M2. Donc, il y a un noyau d'étudiants dauphinois qui est complété par des étudiantes et étudiants qui viennent de la quasi-totalité des instituts d'études politiques en France, hein, qui viennent effectuer, alors dans le cas de l'IEP de Paris, ça peut être une année de césure, dans le cas des autres IEP, c'est la dernière année d'IEP qui se valide dans notre formation et qui leur donne droit à l'arrivée à un double diplôme. Ça représente une deuxième population. Il y a une troisième population qui est constituée par des juristes qui viennent d'universités juridiques parisiennes ou régionales, qui voient dans notre formation l'occasion d'acquérir une double compétence ou une compétence élargie. Et puis, on le fait classiquement depuis quelques années déjà, on recrute des étudiants qui viennent d'un tout autre horizon, hein, qui font des études de pharmacie et qui ont envie de travailler dans les politiques de santé, que ce soit en laboratoire ou en administration. Donc on accueille chaque année 4, 5, 6 étudiantes ou étudiants qui font des études de pharmacie et qui, à l'issue de leur 4e ou 5e année de pharmacie, viennent à Dauphine acquérir là pour le coup, cette double compétence qui va leur servir dans la suite de leur cursus. Voilà. Alors, il y a encore d'autres populations à repérer, mais je vous ai donné là les grandes lignes, hein, les grandes masses, si j'ose dire, de ce qui constitue chaque promotion. Voilà, j'essaie d'être le plus large possible pour anticiper sur des questions qui se poseront, mais je crois que je vous ai dit l'essentiel. Donc, comme on a 1 heure, voilà, je vous rends la parole. J'ai utilisé 20 minutes de ce temps, donc un tiers. Je vous rends la parole, sachant que vos questions me permettront aussi de développer d'autres points que j'ai certainement oubliés. Alors, qui souhaite s'exprimer? À vous, Paul. Bonjour monsieur, merci pour la présentation. Moi j'ai une question, j'ai vu sur votre site que vous aviez des entreprises partenaires. Je suppose que c'est aussi des partenaires pour l'alternance. Est-ce que c'est possible de faire une alternance ou un apprentissage dans une entreprise qui n'est pas spécialement partenaire du Bien master? sûr, bien sûr. Ok. On a des partenaires réguliers. Alors, j'ai oublié de le dire, mais bon, voilà, quand vous êtes apprenti, vous avez un tuteur d'apprentissage. Donc ça peut être Olivia, ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre encore, hein, qui vient vous visiter physiquement ou virtuellement dans votre organisation 2 fois dans l'année, avant la soutenance de votre rapport d'apprentissage. Alors, on a des organismes qui nous sont très fidèles parce qu'ils reconnaissent la qualité de la formation et donc on a des apprentis, année après année dans, voilà, je vais pas
prendre un panel, mais c'est très large, c'est très large. Mais à côté de ça, chaque année, il y a des étudiants qui disent, ben voilà, j'ai trouvé un apprentissage à tel endroit. Est-ce que vous validez la fiche de poste? Et avec Olivia, donc on regarde de près la fiche de poste et on voit si ça correspond à notre raison sociale. Et si c'est le cas, on y va. Si c'est le cas, on y va. Donc ça peut être aussi bien des entreprises que des fédérations, que des ONG, des associations. C'est très large. C'est très large. Très bien. Donc après euh, bah, le départ des apprentis dans nos entreprises ou dans nos organisations où on est vraiment en contact régulier, bah, libère des places d'apprentissage. Par exemple, je peux vous dire que, mettons, chez Transdev, pour les personnes qui s'intéressent aux questions de mobilité et de transport, il y a un apprentissage qui est repris d'année en année. Hein. Même chose à la RATP, même chose dans d'autres structures. Hein, je ne parle là que des questions de mobilité. Même chose pour les questions de santé. Ça peut être aussi d'ailleurs, voilà, là on a deux apprentis à la ville de Paris. Hein, ville de Paris, au cabinet d'une élue de la ville de Paris. Il y a fort à parier, si vous vous intéressez aux questions politiques, que ces apprentissages seront repris l'année prochaine. Voilà. Très bien, merci. Alors, j'ai vu la main d'Alexandre qui s'est levée. Alexandre. Oui, bonjour monsieur. Vous avez mentionné le CRFPA. J'aurais aimé savoir si le rythme de l'alternance était compatible avec la préparation à l'examen du CRFPA, ou si ça pouvait poser un problème, le cas échéant. Bah, c'est pas vraiment compatible. C'est pas vraiment compatible parce que là, vous allez avoir, si vous nous rejoignez, une année assez chargée. Hein, l'alternance proprement dite, hein, sur votre lieu d'apprentissage, c'est assez astreignant. Les cours sont obligatoires, l'assiduité aux cours est obligatoire. Alors, vous pouvez travailler le soir, hein, et ça ne vous l'interdit pas. Mais voilà, j'évoquais le cas de cet étudiant. Bon, il avait commencé à travailler par lui-même, mais il ne pouvait pas suivre pendant l'année une prépa dédiée. Hein. Il a utilisé une partie de son été pour préparer ça dans un cadre approprié. Voilà. OK. Oui, Alors, merci. j'ai noté que Toscan souhaitait s'exprimer. Oui, bonjour, je vous remercie de votre Bonjour. présentation et je me demandais s'il était courant et surtout s'il était possible de réaliser l'alternance, à l'étranger, à Bruxelles, en Belgique, par exemple? Alors, c'est possible, mais au prix de vos finances et de votre santé. D'accord. Parce que, voilà, si vous êtes en alternance à Bruxelles, vous allez devoir, chaque semaine, faire un Mmh. aller-retour. Donc ça va peser sur vos finances. Et même si le temps de trajet est limité, la répétition des allers-retours va être fatigante pour vous. Donc moi je ne le recommande pas. Je le recommande pas. Et d'ailleurs, j'ai pas d'exemple au cours des 15 dernières années d'alternance en dehors de la région parisienne, quoi. On a eu un cas pour quelqu'un qui était en alternance au conseil régional de Bourgogne il y a quelques années, mais c'était avant la loi NOTRe. Donc, non, moi, je vous recommande pas ça. Enfin, il y a une. Enfin, si vous êtes intéressé par la question européenne, on pourra, le cas échéant, trouver des points de chute ailleurs. Mais je vous recommande pas de faire ça parce que ça va peser sur votre scolarité. C'est pas souhaitable. D'accord, je vous remercie. Je vous en prie. Alors, Erwan avait une question. Bonjour, monsieur Dorandeux, merci pour, votre présentation. J'avais une question du fait que je suis à Sciences Po Grenoble et donc non d'une formation de droit comme vous l'avez mentionné et j'ai pu voir sur le site, de la MAP et de la formation qu'il y aurait un test de compétences. Si j'ai bien entendu, est-ce que c'est toujours Non, non, il d'actualité? n'y a pas de test de compétences. Les D'accord, seules épreuves que vous aurez à passer, c'est le dépôt du dossier. Et à l'issue du dépôt du dossier, le cas échéant, vous serez convoqué à un entretien. Un entretien pour lequel on a une préférence assez stricte, c'est le réaliser physiquement. C'est-à-dire que si vous avez une contrainte lourde
on peut éventuellement faire ça en visio, mais on a une préférence vraiment très marquée pour le fait de vous rencontrer directement. Voilà. Mais pas d'autres éléments. On va vous demander donc dans votre dossier de réaliser une lettre de candidature. Et bon, j'anticipe sur le. Voilà, nous, tout ce qu'on veut voir, c'est on veut tester votre motivation, votre niveau d'engagement et voir si on peut vous être réellement utile. C'est-à-dire, il faut, enfin, je vous donne je dis des choses évidentes, mais ne venez pas à l'entretien en disant bah, je me donne une année pour voir, quoi. J'ai besoin d'une année pour mûrir mon projet. Là, vous êtes sûr que ça se passera pas bien. Voilà. Mais donc, on a le droit d'avoir plusieurs stratégies. Ça, c'est voilà, vous êtes à un moment, c'est en théorie votre dernière année de formation. Donc, on a le droit d'avoir plusieurs stratégies, on a le droit d'avoir plusieurs idées, et on est là pour vous aider. Et cette année va vous aider à éventuellement clarifier ça. Mais il faut pas du tout venir en disant bon, bah, je veux pas me fermer de porte. Moi, c'est la phrase qui me fait bondir. Je veux pas me fermer de porte. Non, il y a un moment où il faut fermer des portes, hein, pour en ouvrir d'autres. Voilà. OK? Donc je vous spoil l'entretien, mais ça vous donne déjà le cadre dans lequel il va se dérouler. Alors, Merci. Raphaël a une question. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. Moi, je m'interroge en répercussion avec ce que vous veniez de dire pour vraiment un projet précis. Moi, je suis actuellement juriste en environnement, en droit de l'environnement. Ouais. Et donc, j'ai vu que vous aviez un cours en droit de l'environnement. Est-ce que votre master, il est adapté pour des étudiants qui souhaiteraient s'investir dans les politiques publiques liées à l'environnement, la santé environnementale, etc., etc. Bah, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, oui, il y a plusieurs enseignements dont celui que vous venez de citer, qui est assuré par la professeure Aurore Lager-Anamayer, qui vont faire écho à votre souhait, hein, et puis, voilà, il y a les enseignements proprement dits, et puis il y a les thématiques sur lesquelles on va vous faire travailler. Ça peut être le cas du salon des affaires publiques, ça peut être des problématiques européennes. Voilà, il y a plein de sujets. Moi, je vais travailler là actuellement mes étudiants au second semestre sur des questions qui ont trait au droit du non-humain. Et ben, voilà, c'est passionnant. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est passionnant. Je sais pas pour eux, mais pour moi, c'est passionnant. Donc, ça entre en synergie ou en tout cas en résonance avec votre intérêt. D'accord, merci beaucoup. Alors, Paul-Édouard, Oui, bonjour Monsieur Dorandeux, bonjour. merci pour vos précisions concernant le master. Alors moi, je pense que je suis un des seuls, mais je suis étudiant en fait en troisième année, donc et pas du tout à l'université Dauphine. Donc j'aimerais bien Ouais. l'intégrer en M1 et justement, je vise aussi le master 2 que vous dirigez. Et donc justement, en fait, je me posais la question si on n'était pas de Dauphine et par exemple qu'on n'arrivait pas à accéder au master 1 de Dauphine, avec une formation avec un peu moins d'étudiants, pour les masters juridiques en droit, qu'est-ce qui était le plus adapté à un profil pour pouvoir rentrer dans ce master-là? Est-ce que par exemple un master en droit public financier ou droit de l'économie est bien vu ou totalement hors sujet, par exemple? Alors, rien n'est hors sujet par définition. Dès lors que votre projet se branche sur notre cœur de métier, quoi. On n'exclut rien. On n'exclut rien. Voilà. Là, vous êtes en troisième année, hein, dans quelle université? Alors, je suis à l'université Paris-Nanterre. Donc, en licence de droit. C'est ça, oui, en troisième année. Mais là vous devrez attendre un an avant de candidater. C'est ça. Alors, là, j'ai été présent pour pouvoir suivre le master. C'est dans Ouais. l'espoir d'avoir un entretien pour le M1 où j'ai cru comprendre que vous serez présent parce que le master que je vis, c'est le 299. Mais avec le risque de ne pas avoir cet entretien-là, je me dis que je préfère me renseigner d'avance, avec un an d'avance, pour justement orienter ma Ce candidature. sont des précautions qui vous honorent. Mais sachez que vous n'êtes absolument pas hors cadre ou hors cible, hein. Voilà, moi, cette démarche est très positive, mais vous n'êtes pas du tout, voilà, on ne ferme la porte à personne, hein, dès lors que le projet est en cohérence avec ce qu'on enseigne.
D'accord, merci beaucoup. OK? Alors Victoria, Oui, bonjour, est-ce que vous bonjour. m'entendez? Oui, 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 je vous entends. OK. Alors merci pour, la présentation. J'avais aussi une question par rapport, à la question précédente. Alors, pareil, techniquement, je suis en troisième année. En fait, c'est le système américain, si vous voulez. Donc, c'est l'équivalent d'un M1. Je suis en école de commerce à l'EDEC Business School et en fait, j'aurais voulu savoir s'il était À possible, l'EDEC à Lille? oui, à l'EDEC à Lille, exactement. D'accord. Et je me demandais s'il était possible, en fait, de postuler pour intégrer directement le master 2 ou s'il fallait, faire le master 1 d'abord, étant Non, donné non, que, vous avez une camarade qui nous a rejoint cette année, qui est en d'accord, scolarité, qui s'appelle Laure, Laure, OK, Cocula. Vous pourrez d'ailleurs la joindre pour qu'elle vous parle ouais, de son elle a été diplômée de l'EDEC, bah, elle a on l'a autorisée à rater une journée de cours pour aller à sa remise de diplôme. ah, Mais donc, oui, oui, non, non, on prend, voilà, alors on le fera pas pour toutes les écoles de commerce, hein, je précise, oui, mais on sait que l'EDEC est une excellente école de commerce, qu'elle est classée, disons, dans les parisiennes, je sais pas si on dit toujours ça, mais en tout cas, c'est une très bonne école. Et donc, ben, on a recruté votre camarade l'an dernier, et donc vous avez parfaitement le droit de déposer votre dossier. entendu. Bah, je vous remercie. Je vous en prie. Donc, si vous souhaitez joindre Laure, bah, vous pouvez je pense, lui envoyer un message son mail de Dauphine. Il n'y a pas de secret, c'est prénom.nom @dauphine.eu. Laure, C-O-U, C-O-C-U-L-A. Laure Cocula. Eh ben, je vous remercie. Je vous en prie. Alors, j'ai vu que alors Paul-Édouard a toujours une main levée. Je ne sais pas si c'est la main de tout à l'heure ou si c'est une nouvelle question. Non? En effet, c'est une erreur, pardon. Bon. Alors, Emilio, Oui, bonjour monsieur, merci bonjour. beaucoup pour la présentation. Je voulais juste vous demander, pour l'instant, j'ai réalisé toutes mes études, à l'étranger et je voulais savoir si c'était potentiellement un frein ou s'il y avait aucun problème, à ça? Aucun problème. Aucun problème. On est même très heureux d'avoir, alors non seulement des étudiants qui ont fait leurs études à l'étranger, mais on a quasiment chaque année des étudiants étrangers qui viennent voilà, faire leur apprentissage chez nous. Et voilà, la nationalité n'est pas un obstacle, et surtout si c'est une nationalité communautaire, mais il m'est arrivé il y a 2 ou 3 ans d'avoir une étudiante mexicaine qui a fait son apprentissage à la ville de Paris, et donc pour laquelle ça a été une expérience très intéressante. Donc au contraire, vous êtes dans quelle université, Emilio? Je suis à la Bocconi. Heu, je vous ferai la même, on aurait mauvaise grâce à ne pas s'intéresser à un étudiant, qui est en scolarité à la Bocconi. Voilà, Très bien, merci beaucoup. je vous en prie. Alors, je vois que la main d'Elisa est levée. Je vous écoute, Elisa. Vous m'entendez? Ouais, Ah, super. Bonsoir, merci pour la présentation. J'avais une question en ce qui concerne la suite du déroulé des candidatures. ouais. Est-ce que vous auriez une fourchette de date à donner en ce qui concerne la liste d'admissibilité dont vous avez parlé et aussi éventuellement la fourchette de date quand se passent les Alors entretiens? je suis désolé parce que je n'ai pas révisé avant de venir. Donc je suis pris en défaut et ça me met très mauvaise humeur. Non, non, je suis là, vous avez jusqu'à la fin du mois de février pour candidater. On va, on va rendre donc fin février, je pense qu'on vous donnera, connaissance de la liste d'admissibilité, mi-mars, quoi. Mi-mars, et D'accord, ok. vous serez convoqués, aux entretiens, alors on va les faire peut-être juste avant les vacances de Pâques, quoi. D'accord, très bien. Voilà, Merci beaucoup. je vous en prie. Alors Paul a une autre question. Oui, pardon, j'ai une question. Moi, je suis à l'École normale supérieure en droit économie et je voulais savoir si vous aviez des étudiants qui avaient déjà été issus de cette formation normale sup en droit éco et qui étaient venus, suivre les enseignements de votre master?
vous êtes étudiant en Roumanie alors? Oui, oui, oui. Oui, oui, on en a eu. Alors, je vous avoue, je n'ai plus les noms en tête, mais on en a eu, oui, oui, c'est Ok, très bien, très bien. Non, non, vous avez toute légitimité pour candidater. ok, parfait. Merci beaucoup. Voilà, moi je vous encourage si vous en avez la possibilité, hein, à venir au Salon des affaires publiques. Alors pas pour la totalité, mais puis n'hésitez pas aussi à contacter des étudiants en scolarité, hein. Là, bon, ils étaient pris aujourd'hui, et parce que normalement je les laisse, je m'éclipse et je vous laisse avec elles et eux, comme ça c'est plus tranquille. Mais n'hésitez pas à les contacter, hein. Vous allez trouver. Alors je vais pas vous donner leur mail. Enfin, j'ai donné le nom d'une d'entre elles en scolarité qui était à l'EDEC l'an dernier. Mais voilà, allez sur le site de la MAP et contactez. Ah ben Louis là, oui là, bah voilà. On Excusez-moi est, Louis. on Alors est, on excusez-moi. est On est trois, trois. monsieur. Ah On ben est voilà, bah trois. alors excusez-moi, j'ai été distrait, étourdi, et voilà. Alors ce que je ferai, et je vous remercie tous les trois d'être là, c'est que je vous laisserai voilà, je vous laisserai discuter avec le reste de l'auditoire, et comme ça la parole circulera plus librement qu'en ma présence. Sauf s'il y a des questions, plus générales. Alors, je regarde dans le fil du chat s'il y a des éléments. Alors, ah oui, il y avait des questions. Donc, je n'ai pas pris le fil du chat. Alors, je remonte le fil du chat. Voilà. Donc, Paul-Édouard, je crois que je vous ai répondu tout à l'heure. Oui, vous avez pu me répondre, c'était parfait, Ouais, merci. ouais, ouais. Alors, quelles autres spécialités juridiques de Master 1 considérez-vous avec attention? Là, pareil, je crois que je vous ai répondu. Tac. Voilà. Bon, il n'y a pas d'éléments supplémentaires dans le fil du chat. Est-ce que vous avez les uns, les unes, les autres des questions d'autres questions à me poser? Non? Non, Bon. merci. Alors, est-ce que je peux vous... Ah ouais, Erwan. Oui, j'avais une juste toute petite question, c'était vis-à-vis, du fait que moi je dépose un dossier de VAPP, du coup de validation des acquis, professionnels et personnels, Ouais. et je voulais savoir si je le déposais en entier sur ma candidature ou s'il y avait un endroit, par exemple, il fallait que je l'envoie en plus? Non, 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 vous mettez tout sur ma candidature. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Alors, je vois que Louis est là, Laurine aussi, et quel est le troisième? Et Jules, C'est moi, Jules. c'est Ah ouais, Jules. pardon. Bon, je vais vous passer les clés. Je vais vous passer les clés. Moi, je vais me déconnecter, comme ça vous êtes tranquille pour discuter tranquillement. Et puis, je vous remercie toutes et tous de votre présence, de votre participation. Moi, je le dis, hein, c'est pas du tout une clause de style. Ça ne doit pas être interprété positivement ni négativement, mais je suis à votre disposition pour évoquer toute question, voilà, liée à votre cursus antérieur, liée à votre projet. Je ne vais pas vous aider à préparer l'oral final de sélection, mais je vais vous donner le maximum de renseignements possibles, hein. La décision de candidature que vous pourrez éventuellement prendre, c'est une décision importante, donc il faut que vous la preniez en connaissance de cause. Et vraiment, n'hésitez pas à me solliciter. Mon mail, c'est mon prénom, Renaud.monnom, Doran2, @dauphine.psl.eu. Et on trouvera dans ce qui reste du mois de février le créneau en Teams ou en direct pour discuter si vous le souhaitez. Voilà. Si pas d'autres questions, je remercie encore une fois Louis, Laurine et Jules
d'être là et je vous laisse entre vous. Merci à toutes et à tous. Merci. Bonne Bonne soirée. soirée. Merci À beaucoup. bientôt. Au revoir. Merci Bonne beaucoup. soirée, au revoir. Au revoir. Au revoir. J'en profite pour revenir sur la personne qui avait posé une question par rapport au droit de l'environnement. Je voulais préciser un petit point, c'est que sur cette matière-là en particulier, je ne sais pas si la personne est toujours connectée. Si, je suis là, je suis là. Ok. Sur cette matière en particulier, on a eu 2 journées de cours. Et étant donné que, comme Monsieur Dorandeux le disait, on a tous des parcours différents et des spécialités très différentes, c'était vraiment un cours d'introduction. Donc sur la première journée, et la seconde journée consistait à faire des sujets, des exposés sur des sujets thématiques qu'on avait appris. Donc je pense que si c'est pour creuser ce sujet-là, faut pas compter sur la matière droit de l'environnement du master. Après, si les autres matières t'intéressent pour poursuivre et apporter des compétences transverses à ta formation de droit de l'environnement, ça peut être intéressant. Mais vraiment sur cette matière-là, faut pas vraiment compter dessus. Non, ouais, merci beaucoup. Je suis d'accord. Je pense pas que c'est pas ma volonté d'approfondir le droit de l'environnement. Je pense que le master, mais en tout cas en ce moment, il est assez suffisant. Mais ouais, c'est plus sur l'aspect à s'interroger sur les politiques publiques. Donc avant la création, ou en tout cas, pas avant la création, mais oui, s'intéresser sur ouais, l'aspect politique publique davantage que sur le droit de l'environnement pur et dur. Donc oui, comme tu as dit, pluridisciplinaire, etc., etc. Donc ouais, merci beaucoup. Pas de souci. De façon générale, sur les cours, vous aurez des cours comme ça qui fonctionnent par bloc de journée. C'est le cas de droit de l'environnement, mais c'est aussi le cas d'un cours de communication qui arrive très tôt dans l'année. Et ça commence à 8h, ça termine à 17h, vous avez la même matière toute la journée. Et à la fin de la journée, vous avez une note. Et c'est votre note du semestre. Donc ça, c'est un peu intense. Il faut être là ce jour-là, c'est mieux. Le droit de l'environnement, c'était comme ça, mais sur 2 jours, quoi. Donc, je sais que c'est inscrit comme étant une matière sur le semestre, mais en vrai, c'est l'histoire de 2 jours et après, c'est terminé. Donc, ça peut être très bien si c'est une matière qui vous barbe ou un prof qui est un peu difficile. Si c'est pour cette matière que vous avez rejoint le master, ça fait pas beaucoup. Voilà. Donc, c'est bien si vous avez un intérêt quand même général pour un peu toutes les matières. Après, il y a aussi des journées très typiques où on enchaîne les cours de 1h30 toute la journée et des cours où on revoit les profs régulièrement. Pour la notation, si je peux compléter, globalement, je pense qu'il ne faut pas trop se faire de soucis par rapport aux notes, peu importe le parcours d'où on vient à la base. Moi, j'ai fait des études de pharmacie du coup à la base et j'avais une appréhension par rapport justement aux évaluations et sur les compétences que je pouvais avoir en droit, justement, comme la question avait été posée, etc. Ils savent globalement, tous les profs, que les parcours sont très différents et ils adaptent leurs évaluations. Il y a beaucoup de projets de groupe, beaucoup d'oraux, pas mal de choses qu'on peut préparer en amont. Et là, sur le premier semestre, on a eu 3 partiels écrits, mais avec beaucoup de questions de cours. Et franchement, faut pas trop se faire de soucis par rapport à ça, si jamais. Et puis le Master 2, c'est vraiment la seule année du système universitaire où il vaut mieux que vous partiez plutôt que vous restiez. Donc, sauf si vraiment vous ne travaillez pas, aucun prof n'est là pour vous saquer, quoi. Vraiment. Moi, j'ai une petite question sur votre volume horaire. Est-ce que ça permet à côté d'avoir d'avoir des engagements, je sais pas, associatifs, parlementaires, ou pas spécialement? Moi, je dirais que ça dépend de ta capacité ton besoin de sommeil, ta capacité à enchaîner les journées rudes. Et voilà, en vrai, ça dépend aussi beaucoup de la charge de travail de chaque alternance. Ça varie et malheureusement, on ne peut pas trop quoi dire. Ouais. Mais ça dépend aussi de ton investissement personnel. Est-ce que tu veux décrocher ton CDI à la fin ou est-ce que tu fais ton alternance et tu t'en vas? Voilà, ça dépend de tout ça. Il y en a qui ont des engagements associatifs et politiques à côté.
voire à un niveau de responsabilité qui est important. On a un président associatif. Il y a une étudiante qui est présidente locale d'un groupe de jeunes politiques. Enfin voilà, donc on a des gros engagements associatifs. Après, ça dépend de ta capacité à jongler, c'est faisable, mais honnêtement, il y a des semaines où c'est tendu. Voilà, il y a des semaines où ça va, où tu peux très bien faire autre chose à côté, ou voilà. Et il y a des semaines où, genre là, je sais que depuis janvier, on prépare le séminaire à Bruxelles, le salon des affaires publiques, on a un peu tout qui se télescope. Plus, pour ceux qui sont en association, pour alternance, il y a le rapport annuel à rédiger, il y a les déclarations HATVP qui commencent à arriver parce qu'il faut que ça arrive là au printemps. Donc, il y a un peu tout en même temps. Et j'avoue, moi personnellement, si là j'avais en plus des responsabilités associatives, ce serait un peu tendu. Mais je pense que c'est tout à fait faisable. Je suis Ouais, tu parlais d'accord d'un... avec. Pardon, vas-y, le Jules. Non, juste, tu parlais d'un engagement parlementaire. Pour le coup, ça, c'est typiquement un truc qui serait peut-être compliqué. Parce que avoir presque un temps partiel à côté, ouais, non, c'est vraiment pas possible. L'alternance, ça prend beaucoup de temps. On a c'est vrai que ça dépend quand même un peu. On en a qui ont l'air de travailler plus ou moins à leur alternance, mais on en a qui peuvent faire des vraiment grosses journées. Donc c'est vraiment compliqué, un engagement parlementaire. Mais associatif, c'est totalement possible. Ok, merci. Après, tu peux le faire il y a des alternants qui sont en alternance à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Non. Ça, Ouais, c'est possible. ok. D'accord. Et Et auprès de parlementaires ou auprès Ouais, par des... exemple. Ok, d'accord. Ça peut être je crois l'année dernière, il y avait un gars qui était en relation com pour un député, Mm. en com et en relation presse. Et là, on a une camarade qui est à la commission de l'aménagement du territoire au Sénat. Mm. Donc oui, c'est possible. Et d'autres qui sont au sein de leur alternance dans des associations aussi. Oui, Oui. bien sûr. Mais c'est donc pas forcément des associations étudiantes, mais s'il y a une cause en soi. Et Ok, du coup, je merci. pense qu'au niveau des mois très chargés, c'était peut-être un peu le mois où il y avait les partiels, on va dire de fin novembre à mi-décembre. Et là, depuis la reprise en janvier, où ouais, c'est assez intense. Et je pense que là, une fois qu'on sera rentré de Bruxelles, ça ira un peu mieux. Et donc, je pense que ouais, pendant ces deux, 3 mois-là, faut se dire que ça va être compliqué de s'impliquer. Après, entre septembre et octobre, quand on a uniquement cours, ou même, je pense qu'à la fin des cours, quand tu seras uniquement en alternance, ça pourra carrément se combiner. Ok, merci. Et bah du coup, j'en profite, j'ai une autre petite question. Comme vous avez passé tous les trois l'oral, comment ça se déroule l'oral? Est-ce qu'on demande au début une petite présentation et ensuite c'est questions-réponses? Est-ce que, euh, enfin, globalement, comment ça se passe? Parce qu'il y a 1000 formes d'oraux, pardon, différents. Je pense qu'on a chacun une expérience assez différente de l'oral. Personnellement, ça a été très rapide, vraiment, je présentais en 5 minutes, en petites questions-réponses, et puis c'était fini. Ouais. Je pense en 10 minutes, j'en avais fini. J'étais à distance aussi, donc c'est peut-être que ça avait une influence dessus. Je sais pas quelle était l'expérience de mes camarades. Laurine? Moi, je, moi, je pense que enfin, j'en ai parlé avec pas mal de personnes du master et des années d'avant. On a tous été assez frustrés parce que c'est vraiment très, très rapide. Et pour le coup, ceux qui viennent de loin pour passer l'oral et qui restent 8 minutes, c'était un peu C'est ouf. frustrant. Ok. Mais donc, je pense qu'il faut être assez synthétique pour leur faire comprendre vraiment le projet et les motivations. Il n'y a pas de questions pièges, il n'y a pas de questions, il n'y aura jamais de questions, je pense, de culture ou quoi que ce soit. Ce sera Ok. vraiment juste autour de pourquoi tu es là, quel est ton projet, quelles sont tes motivations et est-ce que, enfin voilà, dans quoi tu te projettes par la suite. Ok. Moi, je me souviens pas que ça a été très court, mais c'est parce qu'on a bifurqué sur un autre sujet, donc voilà. Mais effectivement, enfin, Renaud de Randeux est vraiment pas du tout enfin, il essaiera jamais de vous piéger. Il est très simple dans ses rapports avec ses étudiants et enfin voilà, vraiment, faut pas vous stresser par rapport à ça. Et si Olivia est là, elle n'était pas là pour moi parce que je crois qu'elle était en congé maternité. Mais si elle est là, elle est franco-américaine, donc elle peut être un peu plus franche dans enfin voilà, peut-être mettre un peu moins
de, de forme, mais elle est très, très sympa aussi. Et moi, c'est vraiment, enfin, je pense que comme il l'a dit, ce qui compte le plus, c'est vraiment d'avoir un projet. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise raison de rejoindre le master, mais il faut une raison. Voilà. Si Ok. vous, ça peut être dans le privé, ça peut être parce que vous voulez vraiment faire de l'humanitaire, ça peut être pour rejoindre un cabinet politique ensuite. Il y a plein de façons de faire des affaires publiques. Par contre, il faut à peu près, enfin, pas forcément savoir ce qu'on peut faire après le master, mais savoir pourquoi est-ce qu'on veut faire des affaires publiques. Top, merci. J'avais une question. J'avais une Oui. question par rapport aux dates auxquelles vous avez commencé à postuler. Parce que je pense que du coup, là, d'ici février, on va devoir soumettre nos candidatures. Il y aura le résultat en mars par là. Il y aura certainement l'entretien. Mais vous, concrètement, est-ce que vous aviez déjà l'alternance au moment où vous avez postulé ou vous avez postulé un peu plus tard? Et deuxième question, j'en profite comme ça, je ne mobilise pas trop la parole. Je ne sais pas si vous avez dit respectivement où est-ce que vous étiez, dans quel domaine vous étiez, où est-ce que vous étiez en alternance, et si toute la promotion a réussi à trouver une alternance à temps. Ça fait beaucoup de questions, mais c'est un petit peu ça que je voulais savoir. Moi, personnellement, je suis dans l'associatif. Je suis dans une association qui milite pour l'accompagnement des personnes en deuil et pour la reconnaissance du deuil comme une problématique de santé publique. Donc, c'était un peu intense, enfin, c'est un peu intense. Et pour répondre à ta question, je n'avais pas d'alternance parce que moi, j'avais pour le coup, je voulais absolument être dans l'associatif. Donc, j'ai postulé que dans des associations. Et donc, j'ai pris pas mal de refus parce que financièrement, c'est les structures qui ont le plus de mal à recruter, et puis parce qu'on était très nombreux aussi à vouloir être dans l'associatif. Et j'ai trouvé mon contrat, je l'ai signé après la rentrée, je crois le 15 septembre. Donc, voilà, bon, je ne vous conseille pas de faire comme moi parce qu'en termes de stress, c'est vraiment pas recommandé. Mais pour vous dire, c'est possible. Et je crois que dans les textes, légalement, ça peut être jusqu'à 3 mois après le début des cours. Mais vraiment, c'est pas recommandé. Parce que, entre-temps, ça veut dire que bah, déjà, vous n'avez pas de revenus et puis c'est pas terrible comme situation. Il y en a qui changent en cours de route parce que ça se passe mal ou parce que l'alternance ne plaît pas. Il y a 2 cas, je crois, dans notre promo cette année. Ouais. Voilà pour moi. Je crois que c'était les questions principales. Julie, si tu veux présenter ton... Ouais, donc, du coup, de mon côté, moi, je suis à Mobiliance, qui est une fédération des services de l'automobile et de la mobilité, donc un syndicat de patrons, un lobby aussi, comme on appelle. Et je travaille plus précisément sur les startups de la mobilité. Donc, c'est une organisation qui est, en termes de charge de travail, qui est un peu plus cool que certaines, j'ai l'impression. Et peut-être vraiment directement en contact du politique et des entreprises. Laurine, je sais pas si tu es disponible. Ah, Elle n'a pas l'air connectée. Oui, t'es mon reconnecté. tel a surchauffé. Ah, Mais du coup, Jules, tu as Oui. commencé à postuler quand? Moi, en fait, on a à peu près vers début avril, on sait qu'on a été admis et tout de suite, Emmanuela a commencé à nous envoyer des offres d'apprentissage. Et moi, cette offre, elle faisait partie des offres qu'on nous avait envoyées. Et donc, du coup, dès début avril, j'ai candidaté. J'ai passé mes entretiens au courant du mois et mi-mai, j'ai eu mon alternance. Ok, merci. Voilà. Du coup, moi, je suis en alternance à la Caisse nationale d'assurance maladie. Euh, j'étais un peu indécise sur les masters que je voulais choisir, pour être honnête. Et du coup, j'attendais un peu d'autres réponses par rapport à alternance ou pas alternance. Et donc, moi, j'ai commencé, je pense, à postuler en juin. Aussi du fait que mon premier stage a commencé en mai, un peu en lien avec le domaine. Et du coup, je voulais savoir comment ça se passait et quels étaient, enfin, voilà, les intérêts et ce que j'aimais au sein de mon stage pour pouvoir faire quelque chose le plus cohérent possible.
Et donc, ouais, j'ai commencé peut-être en juin à m'y intéresser parce qu'une ancienne alternante avait repostulé une offre qui m'intéressait et donc j'ai postulé à celle-ci et en fait, au final, c'était la seule et c'était un très bon choix. Mais voilà. Et oui, Emmanuela envoie pas mal de mails dès juin, enfin dès les admissions. Euh, mais moi, dans toutes les offres qu'elle avait envoyées, il n'y avait pas de santé et public. Donc, j'avais pas, enfin, je me sentais pas spécialement concernée par ça et je lui avais répondu que j'étais en train de chercher de mon côté et que voilà, je reviendrai vers elle. Mais De façon générale, enfin, tout le monde a trouvé. Je pense qu'il y a vraiment un poste pour tout le monde en région parisienne, donc vous inquiétez pas trop. Par contre, effectivement, tardez pas à candidater, puisque voilà, moi j'ai candidaté aussi là en avril et j'ai mis 5 mois à trouver. Donc ça dépend vraiment. Et j'ai vu une question dans le chat. Un privatiste peut-il postuler à ce master si on parle de droit privé? Moi j'ai fait une licence de droit privé, donc j'en déduis que oui. Et voilà, c'était la question. Et juste une dernière question, vous avez postulé à quelle session? La première, la deuxième ou la troisième? Il y a plusieurs Euh, sessions. moi non ouais. plus, je savais pas. Ah, il n'y a qu'une Euh, seule session? Oui, pour moi, il n'y a vraiment qu'une seule session. On Ok, candidate à peu près c'est dans ces eaux-là en février. ok. Début mars, on session est admissible. Ensuite, on a les oraux mi-mars, fin mars. Et ensuite, début avril, on sait si on est pris ou pas. Ok, donc je pense que ça doit être un système purement privé d'avoir plusieurs sessions. Ah, Merci. peut-être. Il reste 5 minutes, c'est un tour de questions. Sinon, si. Ouais. Arwan. Une petite question pour terminer alors. C'était sur l'association, du coup, la MAP. Je voulais savoir si vous vous étiez engagé, si en général plusieurs ou même toute la promo est engagée dans les activités ou en tout cas les choses proposées par l'association et si vous trouviez ça intéressant. Jules, t'es au bureau, non? Non, pas du tout. Bon, bah. Personne n'y est. Aucun de nous trois. Non, mais enfin, ça dépend beaucoup des années. Là, je crois qu'il y avait la passation a été assez naturelle puisque Jeanne, qui est présidente ou vice-présidente de la MAP cette année, connaissait bien Ophélie qui était avant, l'année d'avant, présidente ou vice-présidente. Donc, je crois que le bureau s'est constitué assez naturellement. Et ensuite, l'implication de la promo dépend vachement du bureau et voilà, de la communication qui est faite en interne et des infos qui sont échangées. C'est pas toujours évident, surtout au niveau de la communication sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a des partenaires à aller chercher. C'est la MAP qui finance le salon des affaires publiques. Donc il faut trouver du monde pour financer ça. Voilà, on peut pas trop vous dire parce qu'on n'est pas du coup, on n'a pas trop les infos en inside, mais de ce que j'ai cru comprendre, c'est pas non plus un long fleuve tranquille. Et après, au niveau de la communication, je pense que vraiment ça dépend des années, de l'implication de la promo, ça dépend vraiment des années, je pense. Après, je sais que quand il y a eu un groupe qui a été créé avec les anciens et les nouveaux admis, ils en ont rapidement parlé et ceux qui étaient intéressés pouvaient poser des questions assez facilement aux anciens. Il y a quand même une bonne relation en général avec les alumni. Il y a des verres qui sont organisés souvent avec les anciens ou enfin même de promos bien avant qui peuvent avoir une expérience un peu plus longue pour nous faire des retours, etc. Que ce soit sur l'assaut ou en général sur les postes, etc. Et donc, enfin voilà, faut pas hésiter à contacter, je pense, n'importe quel profil que vous avez repéré de la promotion ou des promotions d'avant pour poser des questions si les profils vous intéressent, si l'association vous intéresse. Et je pense que tout le monde sera ravi d'y répondre. D'autant que pas mal d'intervenants professionnels et de coachs du SAP sont d'anciens membres du master et travaillent aujourd'hui dans les affaires publiques à des postes intéressants. Donc c'est vraiment un gros master en termes d'alumni. Et donc il y a un contact qui est conservé et qui est très intéressant. Super, merci à vous trois. Merci. Plus de questions? Merci beaucoup.
Ok, super. Bah, bonne soirée à tous et bon courage. Bonne chance. Merci et bonne Merci beaucoup. chance. Bonne Bonne soirée à soirée. vous. Merci Bonne à vous. soirée. Au revoir. Merci, revoir. bonne soirée.